Je suis ravie de t'accueillir. Donc, tu vas mieux te présenter que moi, mais pour t'introduire rapidement, donc tu es Émilie Dupuis, tu es présentatrice télé, radio, en fait, tu as plein de casquettes. Tu animes En route avec la police locale, c'est ça ? C'est ça, exact. Tu es présentatrice météo. Bref, tu as vraiment plein de choses à dire, je pense. Mais aujourd'hui, si je t'ai invitée, c'est vraiment pour parler d'un rôle en particulier, donc ton parcours de maman. Oui, que j'adore, qui est tout aussi important dans ma vie. Et donc, à toi, je dirais de te présenter vraiment de la manière dont tu le souhaites. Alors, je vais commencer en disant que je viens d'avoir 40 ans. Un cap ? Ouais, un cap. Donc, je suis un bébé de 85. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille pour RTL TVI. Premier job. Waouh. Donc, si tu veux, j'ai fait un parcours assez classique. Donc, j'ai fait une école de com, l'IEX. Et puis j'en suis sortie. Et là, pas mal de questions parce qu'en fait, mon rêve, c'était de faire de la télé. Ok, j'allais te demander, depuis que je suis gamine, c'est vraiment le truc. Je veux faire de la télé. Alors, soit c'était ça, soit c'était gagner Roland-Garros. Et puis, mes capacités tennistiques ont prouvé qu'il fallait que je m'arrête là, dans ce rêve. Et je me suis dit, non, voilà, je vais faire de la télé. J'ai envie de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une école de communication. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait Miss Belgique. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai participé à Miss Belgique. Oui, en fait, évidemment. En 2000... Alors, c'était pour Miss Belgique 2006, mais tu concours pour l'année d'avant, quoi. Donc, c'est en 2005 que tu passes. Et c'est comme ça que tu t'es fait connaître aussi, si je ne me trompe pas. Alors, ça c'est bien avant parce que j'ai 20 ans à cette époque-là, au moment de Miss Belgique, donc Miss Hainaut, et puis je gagne pas Miss Hainaut, c'est Sophie Pandeville, donc comme quoi la vie est assez comique puisque nos chemins se sont à nouveau croisés. Elle gagne Miss Hainaut et puis donc elle participe elle d'office à Miss Belgique et moi je suis sélectionnée pour participer ensuite à Miss Belgique. Là je me dis mais qu'est-ce que je fous là ? J'étais quelqu'un d'hyper timide, hyper introverti, à 18 ans, incapable de prendre un téléphone pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur. C'est vrai ? C'est ma mère qui faisait tout pour moi. Okay. Voilà, donc pas du tout cohérent avec la petite personne que j'étais. Je pense que j'avais cette envie de m'émanciper, de devenir quelqu'un d'autre, mais la trouille tout le temps, du mal à regarder les gens en face. Enfin, vraiment, j'étais quelqu'un qui... Je vais pas te dire que j'étais mal dans mes baskets. Je pense pas que c'était ça. Je pense que... Le monde extérieur me faisait comme peur. J'étais bien dans mon petit cocon. J'ai grandi à Charleroi. J'ai ma première relation amoureuse. Elle a duré 5 ans. Donc, tu vois, tout ça avec toutes des habitudes. Faut pas passer son permis puisque j'ai mon petit copain qui a le permis. Enfin, voilà, c'était une fille pas du tout comme je peux l'être ou comme on pourrait l'imaginer. Et puis, finalement, j'ai complètement changé grâce à ce concours Miss Belgique qui a fait que du jour au lendemain, tu te présentes devant la presse en français, en néerlandais, tu as des interviews. Tu sais absolument pas ce qui se passe, tu suis le mouvement et je pense que je suis devenue un petit peu celle que je suis grâce à ce concours. Ça peut paraître bizarre, ça peut paraître très futile, superficiel, mais je te jure que j'ai l'impression que ce concours m'a permis d'être la femme que je suis en fait, aujourd'hui. Ça t'a sorti de ta zone de confort complètement en fait. Complètement. Donc là, Miss Belgique, t'es obligée de passer le permis puisqu'il y a peut-être une voiture à la clé. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai pas remporté Miss Belgique, mais ça m'a permis encore de voyager. J'étais deuxième dauphine, donc j'ai fait Miss Europe, où j'ai été aux Açores, etc. Et puis là, tu voyages, tu vas en représentation à gauche, à droite, et tout en poursuivant mes études. J'ai passé un casting chez RTL à 20 ans, qui n'a pas du tout été. Et puis 5 ans plus tard, j'ai envoyé à nouveau mon CV. Et là, pour passer le casting de Speakerine, il a été sélectionné. Et puis, j'ai été sélectionnée comme Speakerine d'RTL en même temps que Sophie. Et on a enchaîné les étapes. Et là, tu sortais de l'école ou alors là, je sortais donc, j'avais fait l'IEX. Et puis, si tu veux, je me suis dit, pourquoi pas faire... je trouvais que pour une école de com, j'avais pas un assez bon anglais et un assez bon néerlandais. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire un stage en néerlandais. Je l'ai fait chez Jet Import. Donc, tu vois, c'est Corona, Red Bull, Desperados. Super chouette. Sauf qu'en fait, les trajets, c'était vraiment à la frontière française du côté de Courtrai. C'était l'enfer. Ouais. Et j'ai détesté ça. Et je buvais énormément de Red Bull, de café. Donc, j'étais tendue tout le temps comme ça allait pas du tout. Et donc, ils m'ont proposé au bout de mes
3 mois de stage, un contrat. J'ai dit non, non, non. Et puis je suis partie aux États-Unis, à Fort Lauderdale, donc c'est au nord de Miami. Et là, j'ai fait 8 mois de stage d'anglais où j'étais dans une école, mais relax, quoi. C'était très, très cool. Et puis, alors, pour vraiment la petite anecdote, et là, tu peux couper si je suis trop longue, mais en gros, je postule au Spirodome de Charleroi pour travailler dans l'événementiel. Ouais. Et lors de mon entretien d'embauche, j'ai Benoît Cuisinier, qui est un gars que je connais depuis des années, qui gère les Spirou, qui a géré aussi la carrière de Justine Hénin. Je lui vante évidemment tous mes mérites, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel quand j'étais plus jeune. Et il me regarde et il me dit « Amy, ok, oui, je veux bien t'engager, ok, mais c'est quoi ton rêve ?» Et je lui dis « Mon rêve, c'est de faire de la télé. » Et il me dit « Mais j'ai compris, il y a 5 ans, j'ai passé un casting chez RTL. C'était le seul et unique but que j'avais quand j'ai fait Miss Belgique, c'était de me faire repérer par la télé. Ils m'ont repéré, mais ils m'ont jeté. » Ah oui, donc pour toi, à ce moment-là, c'était mort. C'était fini. Okay. J'avais eu cette carte chance. Quand tu passes un casting, tu te dis « La chance, elle se présente pas 2 fois à toi. » Tu vois ? Oui. Et là, donc j'ai 24 ans, je crois, et il prend son téléphone et il me dit « Attends, je connais bien Laurent Houlotte, donc, qui présentait le journal à l'époque. » Et moi, t'appelles Laurent Houlotte devant moi, à l'époque, c'est comme si t'appelais Rihanna, quoi, tu vois, ou Shakira. Et je dis « T'es malade, fais pas ça. » Et il me dit, il fait « Laurent, ouais, dis, j'ai une super nana, là, devant moi. Elle a envie de travailler chez moi, mais non, son rêve, c'est de faire de la télé. Il n'y a pas bientôt une place de speakerine chez vous ?» Et Laurent Houlotte, qui ne me connaît ni Dave, ni Nathan, dit, j'ai entendu qu'il y avait un casting, qu'elle envoie son CV. Et puis voilà. Et là, tu as repostulé. Et donc là, j'ai réenvoyé mon CV. Et là, j'ai été sélectionnée pour passer le casting. Et puis ensuite, appelée pour intégrer l'équipe. Comme quoi, il ne faut rien lâcher. Et donc, à ce moment-là, tu étais déjà en couple ? Alors, à ce moment-là, j'étais avec un Américain, justement. C'est ça qui m'a amenée là-bas, pour être très honnête avec toi. Okay. Et bon, malheureusement, enfin, non, surtout pas malheureusement. Parce que là, j'ai le mari qui va me taper. Qu'est-ce que t'as dit ? Non, donc, la relation s'est terminée comme ça. Moi, j'avais envie de vivre mon rêve et je trouve que un Américain avec une Européenne, à un moment donné, ça coince au niveau des valeurs. Enfin, je m'excuse auprès de tous les couples américains, européens. Mais voilà, je trouvais que voilà, on n'avait pas les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes. Et ils vivaient ici en plus. Non, ils vivaient à Miami. Et c'est pour ça que j'étais partie faire 8 mois de stage et d'école en anglais. Mais donc, dans ta tête, à 25 ans, tu penses plus à tes ambitions pro. Où en es-tu au niveau du projet enfant ? Bébé. Est-ce que c'est quelque chose, tu as toujours eu envie d'être maman ou pas ? J'ai toujours su que j'allais être maman. Mais en fait, je me suis jamais fixé un objectif d'âge. Et je trouve que c'est complètement ridicule. C'est comme finalement se mettre en couple sérieusement. C'est comme finalement avoir le boulot de ses rêves. La vie, elle est tellement imprévisible que ça ne sert à rien de se mettre des objectifs en ce qui concerne l'âge. C'est sûr qu'à 40 ans, si on rêve toujours d'être maman et qu'on ne l'est pas, à un moment donné, il faut peut-être essayer un peu de forcer le destin ou envisager l'adoption ou différentes pistes. Mais moi, en tout cas, à 24 ans, j'étais très libre dans ma tête et je ne me suis pas dit j'avais le job de mes rêves, mais vraiment de mes rêves. Parfois, on dit oui, c'est le job de mes rêves, mais là, c'était clairement celui de mes rêves. Ouais. Et puis, en fait, trouver l'homme idéal et puis fonder une famille, oui, c'est comme ça que je l'imaginais. Mais ça s'est passé quand j'avais 29 ans. Ça aurait pu se passer à 30, à 35, comme ça aurait pu se passer à 40. Et alors, comment as-tu rencontré Jérémy, le papa de tes enfants, du coup ? Alors, Jérémy, je le connaissais, donc... on a 2 ans de mariage, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, mais je le connaissais bien avant ça, du milieu de la nuit. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup bossé dans l'événementiel et c'était lui plus un fêtard. C'était le coiffeur star de Bruxelles, c'était le beau gosse par excellence, mais bon, il a 6 ou 7 ans en plus que moi, et donc c'était le truc où, tu vois, quand t'as 20 ans, celui de 27, t'as pas l'impression qu'il va un jour te regarder. Sauf que quand t'avances dans l'âge, un jour, il te regarde. Et t'allais déjà te faire coiffer chez lui à ce moment-là ? Oui, j'allais déjà me faire coiffer chez lui, mais
toute timide. Enfin, c'était plus mon idéal masculin, mais jamais de la vie il allait s'intéresser à une gamine de Charleroi. Donc voilà. Et puis finalement, quelques années plus tard, et je crois qu'il m'a coiffée lors de la soirée Miss Belgique dont je te parlais. Ouais. On s'en souvient plus ou moins tous les deux. Donc voilà. Mais bon, à ce moment-là, pas de eye contact ou quoi que ce soit. Mais il est arrivé dans ma vie à un moment complètement inattendu, après une grosse séparation, une année où j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre émotionnellement. Et puis voilà, il est tombé sur mon chemin. J'ai toujours eu l'impression qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu crois aux âmes ou si tu crois... Mais j'ai toujours eu l'impression que Jérémy et moi, c'était une évidence en fait, et que c'était un peu genre, mais pourquoi vous n'êtes pas mis ensemble limite plus tôt? Mais maintenant, avec le recul, je me dis, c'était juste le bon timing. Et vous vous ressemblez ou vous êtes complémentaires justement au niveau des personnalités? Tu parles d'âme comme ça. Alors c'est très comique, mais j'ai été faire comme une sorte de bilan énergétique il y a une semaine. Et donc cette femme face à qui je me retrouve me demande ma date de naissance, mon heure de naissance. C'est pareil pour Jérémy. Et elle me disait qu'on était... Donc, elle analyse en fonction des différents... donc, il y a l'eau, il y a le bois, il y a le métal. Et elle me disait que Jérémy et moi, on était tous les deux métal, mais que moi, j'étais le yin et lui, le yang. Donc, on se comprenait très bien, mais que parfois, ça faisait un peu des étincelles. Quoi. Par exemple, c'est le mec ultra ordonné qui adore recevoir à la maison, qui aime bien, qui voit beaucoup de choses en grand. Moi, je suis quelqu'un, je pense clairement que j'aurais jamais osé acheter, en tout cas à l'âge que j'avais, à 30 ans, on s'est dit, allez, on achète notre premier bien, notre première maison. S'il n'avait pas été à mes côtés, mais à 40 ans, je n'aurais jamais osé franchir ce cap financier. Tu vois, voilà, je suis quelqu'un d'assez... J'évite la peur au ventre, en fait. Que lui, c'est un fonceur. Plus réfléchi, au final, que lui? Plus posé, réfléchi? Non, je pense que je suis une couillonne. Je pense que c'est plus ça. J'ai vite peur de me dire et si c'est pas la bonne personne, et est-ce que c'est ok d'investir cette somme-là d'argent, et si je perds mon métier, parce qu'il faut pas oublier, ça fait 14 ans que je suis chez RTL, mais ça fait 14 ans que je suis indépendante. Donc du jour au lendemain, les indépendants, c'est on ne veut plus. Maintenant, j'ai confiance en moi. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Parce que vous avez acheté à quel moment? On a acheté assez vite, ça faisait 1 an et demi de relation. Qui m'a dit voilà, regarde, super maison, machin, et avec quoi tu viens, mais finalement je me suis lancée dans cette aventure et on est toujours dans cette maison, et ça se passe super bien. Et le mariage, est-ce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur ou pas? Non, je m'en foutais, vraiment. Je rêvais pas d'une belle robe spécialement. À l'âge de 18-20 ans, je faisais du mannequinat et je passais ma vie dans des showrooms robes de mariée. J'en pouvais plus essayer des robes de mariée. Donc, le truc où tu te dis waouh, tu vois les essayages où tu te vois en robe de mariée. Enfin, j'ai pas du tout eu ce truc qui me prend aux tripes. Non, c'est pas quelque chose auquel je tenais. Jérémy m'a fait sa demande en mariage très vite, en fait. Ça faisait peut-être 1 an qu'on était ensemble, et puis il y a eu le projet de l'achat de cette maison, et j'ai dit non, et en fait à un moment donné, moi j'ai envie qu'on soit bien là où on est au quotidien, et un projet de mariage ça se mettra peut-être par la suite, mais ne le faisons pas maintenant. L'argent qu'on a, investissons-le dans notre maison et pas dans un mariage. Je savais pas qu'il t'avait fait la demande si tôt, en fait. Parce que finalement, vous êtes mariés à quel moment? On s'est mariés il y a 2 ans, donc on s'est mariés pour nos 10 ans de relation. Les enfants étaient déjà là, il me semble bien. Écoute, on est là pour parler de parentalité. J'ai trouvé que c'était un truc qui était complètement magique d'avoir ses enfants à son mariage. Tu réalises en fait tout le chemin que tu as fait, ces petits bouts qui sont là, qui vivent ce moment avec toi. En fait, les enfants parlaient de notre mariage. C'est comme si c'était marié avec nous, tu vois. Ils disent toujours notre mariage. Donc, c'est super chou. Et oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis finalement. Là, je viens d'assister à un mariage. J'étais dans un mariage dans les Pouilles de ma cousine. Ouais, c'est merveilleux, c'est chouette. T'as tous des copains qui ont 30 ans, c'est grosse teuf, tout ce que tu peux imaginer. Mais en fait, je me suis dit, purée, Amy, ça fait 10 ans que tu es avec ton mari, ton futur mari.
on a 2 enfants qui peuvent encore se souvenir, parce qu'à ce moment-là, Jane avait, elle était petite quand même, elle avait 3 ans. Jude en avait 7. Mais me dire, j'ai encore la chance d'avoir mes 2 parents. Mon mari a encore la chance d'avoir ses 2 parents. En fait, je me rends compte que c'est bizarre, parce que je ne pensais pas changer autant de 30 à 40, mais voir tes parents vieillir, mais toujours avec la santé. Mais quelle putain de chance, quelle richesse, mais c'est tous les jours. Merci le ciel. C'est un truc de malade. Donc, oui, donc, en fait, on oublie de se rendre compte de cette chance-là. Complètement, c'est clair, complètement. C'est dès qu'il arrive un truc, tu te dis merde, en fait, j'en ai Ouais. pas assez profité. Moi, je me dis tous les jours, j'appelle pas assez ma grand-mère, par exemple. Tu vois, donc, et pour autant, je le fais pas plus, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai au fond de moi, quoi. On a besoin de nos parents. J'ai eu Jude à l'âge de 30 ans. Et c'est vrai que ma mère m'a énormément aidée. On est 10 ans plus tard. Mon frère, maintenant, a une petite fille. Et ma mère n'a plus la même énergie. C'est complètement différent. Autant elle était prête à tout, autant là, faut l'aménager un peu, quoi. Exactement. Exactement. Et donc le mariage, on y reviendra peut-être un peu après. Si tu veux, avec plaisir. Mais avec Jérémy, quand est-ce que vous commencez à parler bébé? Parce que moi aussi, j'ai une question par rapport à ton parcours. Donc, t'es lancée, t'es sous le feu des projecteurs. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, non, c'est pas le bon moment pour avoir un enfant? Est-ce que tu avais une pression par rapport à ça ou pas? En fait, je me suis dit qu'une carrière télé, c'est... allez, quand je prends mes collègues, Maria Del Rio, on peut aller loin en télé, jusqu'à un certain âge, passer les 50 ans. Donc, si toi, tu te dis, c'est pas le bon moment, ce sera jamais le bon moment. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est pas spécialement... Je crois pas qu'à 30 ans, j'ai eu ce truc, ce besoin viscéral de me dire j'ai besoin d'un petit être, qu'un petit être s'installe. Non, j'ai pas spécialement ressenti ça. Mais j'ai ressenti surtout que c'était juste la bonne personne, en fait, avec qui je pouvais me poser, qui allait me rassurer. J'avais confiance, en fait. Je me suis pas... Jude n'est pas arrivé tout de suite. Je crois qu'on a quand même mis 1 an pour l'avoir. Oui. Donc, tu te souviens un peu de cette période-là? Oui. Tu vivais comment? Je pense que les 3-4 premiers mois, tu te dis, voilà, c'est normal que ça n'arrive pas, ça va arriver. Et puis, après, tu commences quand même les tests d'ovulation. Donc, ça devient un peu calculé. Ça, je trouvais ça un peu moche. Mais bon, voilà, il en avait envie, j'en avais envie. Et puis... Et t'es tombée enceinte naturellement, finalement? Oui. T'as pas eu besoin d'un petit coup de pouce? Non, mais on était sur ces petits tests d'ovulation que je faisais le matin. Et puis, ce test de grossesse que tu fais et qui s'avère négatif et où tu pleures et où ça te bousille ta journée. Et puis, il y en a un qui devient positif. Et ça, pour être honnête avec toi, je l'ai fait chez RTL. C'est assez bizarre, mais au rez-de-chaussée, 3e toilette, c'est ma toilette. Mais vraiment, ça c'est... Je tiens à cette toilette où, genre, tu sais, quand j'ai une réunion importante avec mes boss ou ce genre de choses, je vais dans ma toilette qui porte bonheur. J'adore. Donc, voilà, oui, c'est... Voilà, et je me souviens, c'était complètement fou ce qui m'arrivait ce jour-là. Je crois qu'on devait être un truc aux alentours du 12 mai. Il y a 10 ans, tout pile. Et en fait, je fais ce test de grossesse, il est positif. Et j'ai encore rien dit à Jérémy parce que je veux lui dire en face, évidemment. Et je sors de ces toilettes, je prends l'ascenseur. Au 2e étage, je tombe face à Thomas Vanham qui travaillait là à l'époque. Et il me dit quoi, t'as un beau sourire. Ne me dis pas que t'es aussi enceinte, toi. Mais non. Et là, je regarde le mec et je dis... Mais il est où c'est comment que ça s'appelle ces tests de grossesse Cool quoi Blue non Cool Blue là non c'est pas Cool non Blue. c'est Cool Blue c'est le truc oui non c'est pas du tout Cool Blue ça c'est un truc Blue je sais plus soit tu vois la fameuse boîte qu'on achète toutes et je dis mais merde c'est dans mon sac ou quoi et puis il me dit je dis mais pourquoi tu dis ça non pas du tout et puis là il me dit parce que on vient de croiser Fanny Gendrin et Fanny Gendrin vient d'annoncer à tout le monde qu'elle était enceinte.
Et juste avant, c'était Sandrine Corman. Et juste avant, c'était Charlotte Beau. Et donc, en fait, j'étais dans ce bain de RTL, maman ah ouais, enceinte. Le baby boom chez Ouais, RTL, ouais, quoi. exactement. Je me souvenais pas que vous aviez été toutes enceintes en même temps. Si, tout à fait. Et puis, Julie Taton a suivi. Et puis, Alix aussi, je crois. Non, Alix, sa grande est un peu plus petite. Peut-être un an après. Mais on était dans le bain. Charlotte Beau, Sandrine Corman, Fanny Gendrin, moi, et puis Julie Taton. On était vraiment dans ils ont dans dû cette paniquer mouvance. chez RTL, quand même. Hein. C'est clair. Ouais. Donc, heureux d'apprendre cette grossesse, du coup. Ouais, très... Comment tu as vécu cette grossesse au niveau du corps qui changeait et tout? Est-ce que tu embrasais ce rôle ou... Non. En fait, j'ai pas pris vraiment conscience. Je pense que tout est un peu arrivé... C'est bizarre parce que je te dis que ça a mis 1 an et finalement, cette année-là, elle était, je pense, clairement nécessaire pour me rendre compte de ce que je voulais réellement. Le corps, je me suis pas trouvée très jolie, je vais pas mentir. C'est vrai. Il y a des femmes qui adorent ça et qui se trouvent resplendissantes. Moi, ce changement de mon corps, non, j'ai pas spécialement apprécié. Et puis, en fait, j'ai fait l'erreur pour Jude de faire comme si j'étais pas enceinte. Donc, comme s'il n'était pas là, tu vois. J'ai continué mon sport, pas trop longtemps, mais j'ai quand même continué mon sport. Mon planning professionnel, tu te dis ah non, mais moi je m'arrête, je suis indépendante, donc c'est maintenant qu'il faut que je les gagne, les sous. Et donc voilà, c'était ce truc où finalement je bossais, je m'arrêtais pas. Dans ma tête, j'avais 30 ans et rien ne m'arrêtait jusqu'à ce... Donc Jude est prévu pour fin janvier 2016. Jusqu'à un direct, le 23 décembre, 18h30. Je sors d'RTL, je rejoins mon mari et il me dit demain, c'est grosse journée au salon, je vais encore aller mettre des lessives, des serviettes, etc. Je dis ok, ça va. Alors, on avait quand même déménagé 4 jours auparavant. Ah oui, voilà. Et là, je suis dans ma voiture avec ma maman. Elle a vécu le moment avec moi. On est très, très fusionnels, très connectés avec maman. Et en gros... je lui dis oui, donc ça va, t'as bien prévu le champagne sans alcool pour demain soir, machin. Enfin, on discute un peu de tout ça. Et là, je sors de ma voiture, il doit être 20h, et je lui dis maman, je sais pas si je me fais pipi dessus ou si je viens de perdre les os, mais il y a quelque chose qui se passe. Et elle me dit ma chérie, t'en parler, j'ai des frissons. Et je dis ouais, je vais appeler ma gyné, je vais rentrer et je vais aller à la maison, mais aucune valise prête, rien du tout. C'était pas dans les plans, quoi. Absolument pas une chambre de bébé, pas une valise de fête. Qu'est-ce qu'on prend même dans la valise? Je me suis même pas posé la question de savoir ce qu'on prenait dans une valise pour moi et pour le pour le bébé. Tu dis des body, voilà, mais tu te poses pas les questions, même en tant que femme. Tu vois, pour un deuxième, tu sais d'office quel genre de robe de nuit il te faut, quel genre de culotte il te faut, quel genre de protège-slip il te faut. Mais tout ça, moi, je suis arrivée avec une valise, avec 3 bodys et 2 pyjamas, mais rien même pour moi. Mais pourquoi? Parce que tu n'avais pas été assez informée ou alors parce que pour toi, ça te paraissait encore loin? Finalement, ça me paraissait encore loin. Oui, c'est ça. Alors. C'est ça. Il est venu, il est né à 36 semaines. 36 semaines. Et il était considéré comme prématuré ou pas? Non. Non, bizarrement non. Je pense que ça lui aurait fait du bien parce que c'est un petit garçon que je n'ai pas su allaiter. C'est un petit garçon qui n'a pas fait ses nuits avant l'âge de 3 ans. Ah, ça tu vas nous en parler, ça c'est dur. Ouais. C'est un petit garçon qui n'a jamais aimé manger, avec qui je me suis bagarrée, avec qui j'ai flippé, avec un pédiatre qui me disait « Émilie, on va le vacciner contre tout ». Donc même mon fils a été vacciné contre la varicelle, la varicelle, ce genre de choses, parce qu'il est hors de question qu'il perde le moindre gramme, parce qu'à chaque fois il était au bord de l'hospitalisation. Donc ça n'a pas été un petit loulou facile au niveau de la petite enfance. J'avais 3-4 réveils par nuit, sachant que le réveil mettait 30 à 40 minutes pour le réendormir. Donc j'ai fait la mononucléose, j'ai fait le CMV, j'ai fait toutes ces maladies où en fait t'es crevé mais sans m'en rendre compte. Et je l'ai appris évidemment lors de ma 2e grossesse. On m'a dit « Vous avez fait la mononucléose ?» « Oh non, pas à ma connaissance. » « Vous avez fait le CMV ?» « Non, pas à ma connaissance. » Et en fait, mais voilà, tout fait, tu vois, j'avais tout fait. Et quoi? Et donc ton postpartum avec Jude, il était compliqué? Enfin, tu vois, émotionnellement. Tu étais comment? Alors, je t'ai parlé de mon rêve professionnel.
Et c'est vrai que j'avais un peu l'impression alors il n'avait rien demandé, il n'avait pas demandé pour être là, mais j'avais un peu l'impression qu'il me prenait ma carrière. Tu parlais du bon timing pour faire un enfant, ça a été. Mais quand il est arrivé, j'ai réellement réalisé. On est au début des réseaux sociaux où tu vois tes collègues qui font chi, qui font tchac, et j'ai pas peur de le dire finalement. J'avais l'impression qu'il me prenait le début de ma trentaine. Je l'aimais d'un amour inconditionnel, mais c'est comme si il m'avait mis dans une petite prison. Oui, il t'a enlevé une part de liberté, ouais, finalement. C'est ça, exactement. J'étais quelqu'un de très libre, qui voyageait tout le temps, qui faisait plein de choses, qui n'avait aucune obligation au niveau des heures. Le tournage finissait à minuit, mais c'est pas grave, il finissait à minuit. Mais en fait, après, non, en fait, mon enfant a besoin de me voir et j'ai besoin de le voir et j'ai besoin de passer du temps avec lui, de le voir grandir. Et donc, j'ai dû apprendre à combiner les deux, mais ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai souvent tendance à dire que j'ai été une meilleure maman pour Jane que pour Jude, parce que Jude m'a tout appris. Jude m'a appris la patience. Ouais, c'est un petit bonhomme. Oui, il est tout simplement merveilleux, mais c'est vrai qu'au début, ça a été compliqué. Ça a été challengeant. En fait, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que toi, tu t'avais projeté... tu vois, je demande souvent ça à mes invités. Oui. Je demande quel genre de maman pensais-tu être avant de le devenir et quel genre de maman es-tu aujourd'hui? Je pensais être comme ma maman. Je me suis pas imaginée différente de ma maman. C'est vrai que j'avais une maman qui travaillait aussi énormément, mais on avait aussi tous ces quality time. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un peu ce que je reproduis avec mes enfants. Parfois, j'ai l'impression de pas souvent être là, mais par exemple, j'arrive à prendre, en été, je prends un mois off. J'aime me réveiller tous les matins avec les enfants, leur faire des crêpes, nager, aller à la plage, me balader, jouer au foot. Tout ça, j'adore. Donc, je me mets un mois out. J'essaye aussi vraiment d'être out les congés scolaires. Mais c'est vrai que je suis une maman qui travaille le week-end. Je suis une maman qui travaille parfois le soir avec la police. Donc mes enfants n'ont pas tous les soirs une histoire. Mes enfants n'ont pas un bisou tous les soirs non plus pour s'endormir ou à leur réveil. Mais ils comprennent. Ils comprennent que, en fait, on mise plus sur la qualité que sur la quantité. Quand je suis là, je suis vraiment là. Et on profite à fond. Après, je sais faire la part des choses. Par exemple, ici, et c'est pour ça, je m'excuse, mais c'est pour ça qu'on a réussi à se mettre ce rendez-vous, parce que là, pour l'instant, ils sont à l'école. Mais Jude est un petit garçon qui a besoin d'être accompagné dans sa scolarité. Et c'est vrai que je suis toujours à ses côtés. Et donc là, il a une semaine d'examen, mais je me suis mis un point d'honneur à le déposer tous les matins à 8h30 et à aller le chercher à 15h20. Donc j'ai pris une semaine de congé dans ma vie d'indépendante. Donc voilà, je fais ce que je veux, c'est moi la boss. Mais c'est important pour aucune sortie non plus, rien du tout cette semaine. C'est mon fils, oui. Mon fils. Et ma fille le comprend aussi. Quand Jane me parle, maman, je veux que tu m'imprimes ça à colorier, elle est adorable parce que j'ai une chance incroyable, parce que c'est vrai que je dois beaucoup l'accompagner, et elle se contente d'un dessin et c'est très bien. Mais elle comprend aussi que aujourd'hui, cette semaine, c'est Jude. À partir du 27 juin, ce sera à nouveau eux deux. Bon, vrai, je ne néglige pas ma fille, mais tu comprends ce que je veux dire. Toute mon énergie, elle est là dans Jude, mange tes fruits. Jude, hydrate-toi. Jude, je vais chercher les fruits de la passion parce que Jude aime les fruits de la passion. Tu vois, c'est tout. Ouais. Et ma mère était comme ça aussi. Durant nos blocus, c'était, on donne à nos enfants le meilleur pour qu'ils puissent y arriver. Donc, il y a deux questions qui me viennent suite à ce que tu viens de partager. Déjà, cette ambivalence, tu vois, d'être maman, mais de vouloir être une femme accomplie, de continuer ton parcours pro. Comment tu vis ça? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu as trouvé le juste équilibre ou pas? En fait, j'ai tellement grandi avec l'image de mes parents que j'ai l'impression que mes enfants, que tu transmets à tes enfants. Alors c'est simple, je vais recommencer, mais en gros, quand tu vois tes parents bosser, c'est pas de la négligence. Finalement, ils te montrent l'exemple.
il te montre l'exemple que, voilà, si tu as des rêves, si tu as certaines ambitions, il faut pouvoir tout mettre en place pour y arriver. Et c'est absolument pas de la négligence ou de l'oubli des enfants. Pour moi, ça fait partie de l'éducation. De voir que maman, elle rentre à 3 heures du matin, qu'elle a dû dormir 1 heure sur une aire d'autoroute parce qu'elle est juste crevée, qu'elle avait failli se cracher dans un mur. Je parle de tout ça à mes enfants. Je leur dis, maman était trop fatiguée, et c'est pour ça qu'elle est rentrée à 3 heures. Elle a dû, vers minuit, elle sentait que ses yeux se fermaient, et donc elle s'est endormie 1 heure sur une aire d'autoroute. Je pars toujours du principe qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut toujours se donner les moyens, et que finalement, c'est un peu ces valeurs-là aussi que j'ai envie de transmettre à mes enfants. J'ai pas envie de les surprotéger de tout. Je suis une maman qui pleure devant mes enfants. Moi, j'ai ma meilleure amie, elle cache ses larmes. Moi, je suis quelqu'un qui pleure bêtement. Hier soir, c'était les 30 ans de la disparition de Julie et Mélissa. Et Jude me dit, maman, pourquoi tu pleures? Et je dis, mon cœur, c'est ma génération, ça a été un drame, même là, rien que dans ma voix. Oui, moi aussi, ça me aussi. Je lui ai expliqué ce que c'était l'histoire de Julie et Mélissa. Il a 10 ans, je pense qu'il peut comprendre. Alors, je ne rentre pas dans les détails, je ne parle pas de viol ni de ce genre de choses, parce que je pense qu'il ne sait même pas ce que c'est un viol. Mais je le protège en lui disant « méfie-toi ». En fait, je pense que ça ne sert à rien d'en faire des enfants en sucre. Et que combiner finalement le travail et voir que bah oui, on est parti en vacances. Mais maman, elle a tapé des heures et des heures pour t'offrir ce genre de moment. Et donc voilà, ça fait partie pour moi de l'éducation, de la transmission. Parfois, je culpabilise, mais j'arrive aujourd'hui à mettre mes limites. C'est vrai qu'avant, j'étais quelqu'un qui ne savait pas trop dire non. Aujourd'hui, voilà, comme je te dis, 15h20, je dois aller chercher mon petit garçon. Et à 16h30, on se remettra au travail. Oui, tout à fait. Et alors, un autre point, c'est donc tu ne peux pas être présente tous les soirs pour tes enfants, pour la mise au lit, etc. Et ça, j'imagine, ou peut-être que toi, dans ton entourage proche, tu as d'autres mamans qui ont un rythme en décalé comme toi, ou peut-être pas. Mais est-ce que tes enfants, tu dis qu'ils le comprennent, mais toi, comment tu vis ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu te compares quand même aux autres mamans ou pas? Ou plus, d'ailleurs? Plus. Mais tu l'as fait à un moment? Je l'ai fait à un moment donné, bien sûr. Après, j'ai vraiment des meilleures amies qui sont comme mes sœurs. Et finalement, il y en a une qui a une fille qui a bientôt 15 ans, une autre qui vient d'être maman. Et tu vois, donc finalement, on a eu des grossesses et des évolutions d'enfants à des âges complètement différents. Est-ce que je me suis comparée? Parfois, allez, je vais te dire, si par hasard je tombe sur, on va prendre Alix Battard qui est une de mes amies et que j'adore, si je la vois en train de lire une histoire à ses enfants et que je suis justement dans une voiture de police et je me dis, oh là là, quelle chance. Mais en fait, quelle chance? Non, tu l'as créée ta chance, c'est toi qui vas la chercher. Et donc c'est ça que j'ai appris à poser mes limites, tu vois, à dire non, pas ce soir. Ou alors, par exemple, je m'oblige à être maximum en semaine 3 soirs maximum, grand maximum, je te parle du lundi au vendredi, 3 soirs à l'extérieur. Que j'ai au moins 2 soirs à la maison avec mes enfants. Mais là, c'est la fête. On prend le temps, on savoure le repas, on n'est pas dans une routine. Et finalement, la routine, c'est pas bon. C'est moche, la routine. Tu t'emmerdes. Et je pense que ça m'aurait fait péter un câble, que ce soit dans ma famille ou dans mon couple. Ici, il y a une super énergie qui fait que quand on a la chance d'être à nous 4, on se pose, on passe un bon repas. Je vois les devoirs avec mon fils. On lit une histoire. Je fais des papouilles à ma fille. Je leur fais un massage des pieds s'il faut. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc. Consacré, voilà. Quoi. Mais après, allez, en règle générale, je suis quand même 4 soirs sur 7 à la maison. Donc, mais il y a une chouette énergie. Donc voilà, beaucoup d'aide de ma belle-mère, qui est une perle rare, qui a un fils unique. Jérémy est fils unique. Et donc, ça, j'ai une chance, mais incommensurable de ce côté-là. Ouais. Oui, parce que du coup, tu as l'aide de ta belle-mère, de ta maman aussi. Oui, peut-être. aussi. Oui, et donc, en fait, vous êtes une team, quoi. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et avec épauler. mon mari, lui, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il se déplace en moto. Donc, il est là assez rapidement.
Lui aussi, il a vraiment eu un switch parce que c'est quelqu'un qui travaillait du mardi au samedi. Le lundi, le petit était à l'école ou à la crèche. Et donc, il avait l'impression de très peu profiter des enfants. Moi, souvent, je travaille samedi, dimanche. Et donc, voilà, il a, par exemple, il coupe ses journées. Donc, souvent, vers 17h, 17h30, il prend sa moto, il rentre à la maison. Donc, il est là pour 18h. C'est un mari qui cuisine. Génial. Oui, ça j'ai beaucoup de chance. Oui. Et donc c'est vrai on a trouvé notre rythme de croisière. J'ai un mari qui est fan de paddle, il joue 2 soirs par semaine au paddle, mais je m'en fous. Je sais que ça lui fait du bien. Je sais que mon mari, quand il va revenir, il aura le sourire. Je sais que il sera pas là en mode à regarder une bête série à la con avec moi ou ce genre de choses qui finalement ne lui permet pas d'extérioriser. Moi, j'ai un rythme complètement à part où je peux parfois aller faire mon sport le matin, etc. Et donc c'est vrai que voilà, on est parvenu à trouver là où on était bien. On est un couple aussi très... t'as envie de faire une sortie avec tes copains, t'as envie de voyager. Ça, si je peux donner un conseil avec mes 40 ans, mais n'enfermez jamais quelqu'un. Laissez-le vivre. Ça, vous avez un espèce de rituel. Tu sais, je crois qu'on dit qu'il faut ça pour préserver ton couple. Une sortie par mois, un voyage, un week-end tous les trimestres, je crois, et puis un grand voyage une semaine au moins. Au niveau du couple, tu vois. Au niveau du couple. Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Pas ça. Non. C'est vrai en fait, nous, on aime se retrouver à 2. Parfois, le lundi, je suis en congé, il l'est aussi, et donc on s'octroie un petit resto. Et donc, c'est vrai que là, on va vider notre sac, nous raconter la semaine qu'on vient de passer, limite, se raconter la semaine qu'on vient de passer. Mais non, on n'est pas spécialement là-dedans. En fait, moi, je sais que mon mari, il a besoin d'aller avec ses potes faire 2 fois du paddle par semaine. Mon mari, il sait que j'ai besoin de 4 jours avec mes copines par an, minimum. Ouais. Où on se marre comme des folles, on se retrouve. Mes amis, je les ai depuis que j'ai 15 ans. J'en ai 40. C'est ma fierté, c'est de la fidélité, c'est de l'amour. Elles font partie de la famille. D'ailleurs, ce sont les marraines de mes enfants. Ouais. Sandrine est une de tes... Et une de mes toutes grandes amies. Sandrine, on est amies depuis plus ou moins que j'ai commencé Miss Belgique. Donc ça, c'est moins grande. Enfin, au niveau de la durée, elle est moins grande. Après, ce que je partage avec Sandrine, c'est que Harold est né le 3 novembre, Jude est né le 24 décembre 2015. Donc en fait, je pense que c'est nos petits loups qui nous ont rapprochés aussi. Je me souviens, on avait fait un petit week-end à la mer avec nos 2 bébés. Elle connaissait la maternité, mais elle dit aussi que genre elle a eu Oscar comme trop tôt, trop vite, et qu'on est souvent une maman différente pour un deuxième. Et donc c'est vrai que oui, avec Sand, nos petits boys s'entendent super bien, et c'est aussi une très très belle amitié quand on a besoin de conseils au niveau professionnel, etc. C'est quelqu'un sur qui je peux me reposer. Je pensais pas pouvoir me faire de vrais amis dans le milieu, et finalement c'est clairement le cas. On est hyper bienveillantes l'une envers l'autre, et ça match. C'est vrai que ça me permet, je pense, d'être la personne que je suis, la maman que je suis aujourd'hui, avec tout ce qui m'entoure, mais jamais se couper du monde je pense, pour une famille. C'est magnifique, les mamans qui s'investissent, mais pas à 100%. Il faut pouvoir donner aussi à gauche, à droite. On a parlé de l'importance de nos parents, de nos grands-parents. On a parlé de l'importance de notre métier, de nos amitiés, de nos moments off. Et puis, en fait, tout ça, nos enfants... Ils voient une maman qui est bien, qui rayonne, qui est heureuse de revenir à la maison, et ça pétille, et ça fait plein d'étincelles. Et finalement, c'est ça que j'ai envie de renvoyer comme image à mes enfants. Oui, tout à fait. On va revenir peut-être au moment où... parce que donc, tu expliquais que Jude est arrivé peut-être un peu trop tôt, qu'il prenait beaucoup d'énergie. Oui. Tu peux développer vraiment quel genre de bébé et puis de petit enfant il était ? Alors, c'est un bébé qui n'a pas pu, parce que c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais Jude n'a pas pu aller à la crèche avant ses 18 mois. Du fait de sa naissance un peu prématurée ? Exactement, parce que dès qu'il tombait malade tout le temps,
Il était sur la courbe, c'est l'hypercentile le plus bas et même limite en dessous. Ok. Pour tout, pour sa taille, son poids. Et donc, c'est vrai que j'avais beaucoup de stress au niveau de sa croissance. Je ne savais pas trop où on allait, finalement. Et puis, oui, je te dirais que ça a vraiment été 3 années compliquées où on se bat pour qu'il mange, où à chaque fois que tu vas, où tu commences à un peu sortir, à l'âge de 2 ans, tu commences à nouveau aller dans des restos, tu veux lui faire manger des petites pâtes ou ce genre de choses. Enfin, tout était repoussé, quoi. Okay. Tout était très, très compliqué. Je me souviens, ces biberons, dès qu'il avait bu un petit peu, le nombre de photos de biberons que j'ai dans mon téléphone, où finalement, à chaque fois qu'il buvait quelques millilitres, on s'émerveillait d'un rien. Donc les débuts avec Jude ont vraiment été compliqués. Et ça, je vais peut-être te le raconter parce que je pense que c'est important. Il faut pouvoir s'écouter. À l'âge de 2 ans et demi, Jude, je le mets dans une école néerlandophone puisqu'on vit en Brabant flamand. Et mon mari est néerlandophone aussi. Et Jude commence sa scolarité entouré de petits garçons qui ne parlent que le néerlandais, de jufs qui ne parlent que le néerlandais. Souvent, en Brabant flamand, tu as parfois certaines écoles où tu te retrouves qu'avec des francophones qui sont dans un enseignement néerlandophone. Que tu parles, ouais. Voilà. Mais là, l'école, c'était vraiment du pur et dur néerlandais. Et Jude parlait toujours en français à son papa, mais son papa lui répondait en néerlandais. Et là, c'est ce qui s'est passé à l'école, c'est que sa juf lui parlait en néerlandais, mais il répondait en français. Okay. Et donc, au niveau de son intégration, ça a été une catastrophe. Et Jude m'a fait 7 semaines de diarrhée consécutive, où on s'est imaginé les pires choses, où on trouvait absolument pas ce qu'il avait. Ouais. On a fait tous les examens que tu peux imaginer. Beaucoup de stress à cette période-là, parce que c'est pas un petit garçon qui mange, et c'est un petit garçon qui se vide. Et donc là, on ne sait pas où on va. Et en fait, avec mon mari, on a eu cette bonne idée d'aller espionner dans la cour de récréation. Ouais. Donc, on se cachait derrière les buissons. Ouais. Jude avait une tête en moins que tout le monde. J'ai une photo comme ça qui parle tellement d'elle-même. Avec son petit manteau rouge. Et il est dans le fond de cette cour de récré, assis sur un banc. Et il parle à personne. Alors que Jude est un petit garçon hyper jovial. Ouais. Et là, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'école. On va le changer. Et la fancy fair dans cette école se passe au mois de décembre. Et Jude, malheureusement, a un petit accident. Donc, on lui change son pantalon. Et on lui met pour monter sur scène. Donc, il n'y avait pas de déguisement. Ouais. C'était une sorte de chant de Noël qu'il devait faire. Et on le met dans un legging rose à paillettes. Vêtements de rechange que les profs ont comme ça sous la main. Et là, je dis, alors je m'en fous d'un legging, peu importe. Je ne demandais rien de spécial. Mais un legging rose à paillettes pour un petit garçon qui n'a pas demandé et qui doit passer sur scène, j'ai trouvé ça un peu brutal. Ouais. Et donc, là, j'ai dit, OK, on le change. Et donc, j'ai tenté de trouver une école qui l'accepte. Finalement, j'en ai trouvé une, mais au bout d'une dizaine de mails envoyés, en expliquant la situation, j'ai rencontré la directrice qui m'a dit, Madame, moi, si j'étais vous, mon petit garçon, il commence à telle école demain. Et j'ai dit, vous êtes sûre? Parce que c'est une école où il y a une liste d'attente de fous. Elle me dit, c'est pas parce que c'est vous, parce que je sais qui vous êtes, mais j'ai entendu votre histoire. Et demain, Jude commence chez nous. Et je l'ai changé. Et là, Jude est devenu un autre petit garçon ouvert. Mon fils, c'est un petit quête. Alors, les petits, il n'aime pas trop, mais les grands, il a des potes de 16 ans, de 14 ans, de 12 ans. C'est un gars, tu peux le mettre n'importe où, hyper sociable. Ouais. Et je lui ai dit, Jude, on s'en fout, t'es nul à l'école. Je suis tellement fière de qui tu es. Les gens t'apprécient, tu rayonnes, mon fils. Et ça t'a tout gagné. Et sa diarrhée s'est arrêtée? C'est arrêté, complètement. Donc, comme quoi, de nouveau, ton intuition te disait que ça n'allait pas, quoi. Ouais. Tout à fait. Alors, tu tournes vers la médecine au début, tu vois. C'est ça, le médical, tu tournes vers la médecine en te disant, OK, quel est à nouveau le souci?
Et puis finalement, non, tu vas chercher plus loin. Et c'est ce qu'on a fait avec mon mari. Et je me souviens encore. C'est pas un temps de midi qu'on a fait, c'est plusieurs temps de midi. Le lundi, puisque souvent. Mais tu vois, moi j'imagine ça devait vous faire tellement mal au cœur de le voir tout seul dans la cour. C'était particulier, où on le poussait, ou enfin ce genre de choses. Mais c'est un petit baby qui a pas 3 ans, quoi. Donc c'est chaud à voir. Ouais, en mode enquêteur, quoi. Le temps de midi était consacré. Mais là, je pense qu'on a clairement sauvé, alors je dirais pas mon fils, mais on a sauvé sa personnalité. Oui, parce que si tu ne mets pas ça, tu te dis, parce que les retours à l'école sont pas toujours non plus. Non, ça fait peur. Ça fait peur, ce qu'on entend aujourd'hui. Mon Jude va avoir 10 ans, il commence à parler d'un téléphone, et qu'est-ce que j'ai peur de ça. C'est un step aussi, et c'est de plus en plus tôt en plus. Mais tu es obligé de t'y résoudre à un moment. Parce à un moment donné, tu es obligé d'y passer. C'est la vie aujourd'hui, quoi. Complètement. Oui, et au niveau de donc, son évolution, tu vois, ses nuits étaient compliquées. Est-ce que ça se répercutait, par exemple, sur son comportement en journée? Parce qu'on sait qu'un enfant qui dort pas très bien, du coup, il a du mal à gérer ses émotions aussi. Complètement. Il était là-dedans aussi, Oui. Après, on était dans un truc où même pour l'école, par exemple, il se cachait sous la table, il voulait pas que je lui mette ses chaussures. Mais tu vois, quand tu as ce métier, et un métier qui te demande d'être à l'heure, en direct, etc., tu peux pas. Et il y a un moment donné, c'est vrai que c'est ça que je te disais avec Jude, j'ai eu beaucoup de mal à rester calme, à lui expliquer les choses. En fait, très vite, ça éclatait comme ça en moi. Je tentais de me calmer, mais je voyais l'heure avancer. J'essayais de lui dire gentiment, mon cœur, il faut mettre tes chaussures 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 20e fois, à un moment donné, tu te prends sous la table et tu l'amènes à l'école à chaussettes. Et puis, la dernière étape, c'était de lui mettre ses chaussures. Mais donc, rien n'était doux. Tout était très brusque. C'était compliqué, clairement. Et est-ce que malgré donc cette première, c'était intense quoi comme première maternité, est-ce que pour autant t'as remis en question d'avoir un deuxième enfant, ou alors t'avais toujours rêvé d'avoir 2 enfants? C'était quoi? J'ai toujours voulu avoir 2 enfants. J'ai un petit frère et j'ai trouvé ça génial, justement avec des parents très bosseurs, où la voisine nous ramenait tout ça après l'école. C'était génial. On rentrait à la maison, on prenait le goûter ensemble. Non, finalement. Il faut accompagner les enfants, mais tu peux leur permettre de grandir aussi entre eux. Alors, j'étais pas à l'âge de 4 ans seule dans ma maison, mais j'ai très vite dû me débrouiller toute seule. Et finalement, je pense que ça m'amène aussi, ça amène à la personne que je suis devenue après mes 20 ans. On revient au début de l'interview. Ouais, tout à fait. Et Jane, elle est arrivée assez vite? Jane est arrivée très vite. Mon mari voulait pas de deuxième. Je voulais un deuxième. C'était un bébé négociation alors. Un gros bébé négociation, ouais, vraiment, on était dans de la négoce pure et dure. Et d'autant plus qu'on a eu si difficile avec Jude, donc ça le freinait à fond. J'allais dire, est-ce que c'était lié à cette première maternité? Alors lui, fils unique, donc il voulait répéter le schéma, mais bon, c'était pas un non catégorique. Et puis quand on a eu autant de difficultés avec Jude, et c'est clair que si Jane m'avait offert les 3 premières années comme Jude me les a offertes, ça aurait été très très compliqué, vraiment. Tu sais, il y a des nuits, je me réveillais, j'étais couchée sur le tapis, j'étais là, où je suis où? Enfin, ça a été vraiment compliqué. Le sommeil, c'est la base de tout. Ouais, c'est ça. Et tu t'es pas sentie déclinée à un moment donné? Je dis ça parce que nous, on a eu aussi, on a galéré avec le sommeil de mon fils, et c'est vrai que en fait, tu te rends compte que tu deviens vraiment, tu perds patience, mais même au-delà de ça, t'es plus la même personne, quoi, quand t'es en manque de sommeil et en carence comme ça. C'est ça, exactement. Oui, non, mais tu peux très vite, péter un câble pour rien. Ouais. Et c'est clair que, on en revient malheureusement à ce que je te racontais, c'est que tu rentres vraiment dans un cercle vicieux. T'es fatigué, exténué, ta patience n'est pas là, elle est absolument pas là, il n'y en a pas. Donc oui, c'est vrai que je pense que les mamans qui peuvent dire « mon enfant fait ses nuits », mais brûle un cierge tous les jours. Hein. Vraiment, c'est... Mais ne le brûle pas trop vite, parce que souvent, si tu le dis, le lendemain, il ne le fait pas. Merci pour le conseil.
Mais donc Jane, en tout cas, elle n'a pas reproduit ce schéma. Absolument pas. Elle a été comment comme bébé? Alors si tu l'as Jane, décrit. bébé Covid. Ah bah oui. Donc Baby boom aussi. Oui, Covid. oui, exactement. Donc janvier 2020, je tombe enceinte. Mars 2020, on apprend ce fameux Covid. Et donc, la vie est ralentie. Il n'y a plus de stress. Tu te réveilles. Je devais juste aller faire ma petite météo, mais c'était des horaires réduits parce qu'on avait peur de tout. Ah mais quel bonheur. J'ai vécu la plus belle des grossesses. J'ai savouré. Tout était merveilleux. Je savais que c'était ma dernière. Donc, dès que je recevais les petits coups, j'étais là. Oh, Amy, profite. Rends-toi compte de ce que c'est. Enfin, c'était complètement... À l'opposé de ta première grossesse, quoi, presque. Complètement. Ah ouais, trop bien. Ouais, une autre. Et là, une t'as autre grossesse. aimé être enceinte pour cette deuxième? Oui. Là, je me trouvais beaucoup plus belle, beaucoup plus dans l'acceptation. Ouais, tout à fait. Et puis après, 22 septembre, elle a pointé le bout de son nez. Je crois qu'elle était prévue pour le 26, quelque chose comme ça. Donc, elle était à terme. Donc, à terme. J'ai quand même accouché avec un masque, ça c'est assez particulier, pas de visite, mais finalement pas de visite, mais quelle bonne idée. Ah oui, mais tu as eu ça aussi. Moi c'était aussi Covid, mais du coup je n'ai connu que ça, et autant te dire que pour la deuxième c'était non, pas de visite en fait. À quel moment ça a été accepté un jour dans la vie, je comprends même pas le concept aujourd'hui. Alors moi je vais te dire quand même 24 décembre, le Noël qu'on devait organiser chez ma mère, toute la famille a débarqué dans la chambre, qui était très grande j'avoue, mais donc... Ma mère était avec les akouskis le 24. Mais non. Mon fils avait exactement 24 heures. Et on a fait Noël à 15 dans cette chambre d'hôpital. Avec, elle avait commencé quand même qu'à prendre que le froid. Mais donc, on avait des petits scampi froids, on avait du petit foie gras. Incroyable, moi, j'étais au bout de ma vie. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'était complètement hallucinant. Et là, c'est genre, sortez, quoi. Je trouvais juste que c'était rude par rapport à mon fils. Qui ne pouvait pas rencontrer sa petite sœur, qui devait attendre qu'on sorte. Ça, je trouvais ça un peu tristoun. Oui. Mais après, je peux être honnête avec toi. Ah bah oui, on est là pour ça. Hein. J'espère qu'on ne va pas me juger, mais je m'en fous. En fait, donc, les visites étaient interdites et mon mari a caché Jude dans un sac Ikea. On adore. Et donc il a pris un sac Ikea, il l'a amené jusqu'à la chambre. Il avait quand même 4 ans, donc pas petit format, tu vois, mais un sac Ikea bleu. Et il l'a amené dans un sac Ikea. Énorme, quoi. Il lui a donné des bonbons dans le sac pour qu'il se teste Non, parce qu'il trajet. était hyper complice, évidemment, tu vois. Il rêvait de rencontrer sa petite sœur. On a tellement... En plus, c'était une année particulière qui semble très longue, puisque t'as plus de week-end, t'as plus de semaine, t'as plus rien, t'as pas un événement, tu peux pas te dire c'est le baptême d'un tel, ou c'est la communion d'un tel, ou c'est l'anniversaire. Enfin non, tout était au ralenti. Et donc Jude, c'était non mais elle est là quand cette petite sœur. Enfin tu me fais une blague à un moment donné. L'attente pour lui. T'as pas d'école, t'as rien. Donc non, à fond. Chaque jour c'est 24 heures quoi. et donc pour l'aider, ça c'était chouette aussi. J'avais imprimé. Tu sais, on dit à chaque fois que ton bébé, au début, c'est un pépin de raisin, et puis l'évolution au niveau de la taille. Avec la plie, et donc, j'avais imprimé à chaque fois quoi ça correspondait la semaine où j'étais. Et donc, il pouvait retirer à chaque fois, j'avais collé ça sur son armoire, et il pouvait retirer le fruit tous les lundis, dès qu'on gagnait une semaine, quoi, tu vois. Et donc, pour qu'il se rende compte qu'à un moment donné, il y avait vraiment une fin et que Jane allait arriver. Et puis, le stade pastèque, il la voyait toujours pas, donc il comprend pas, quoi. Elle était longue, mais voilà. Et puis après, Jane est là, mais lui, il peut pas la voir. Et donc, on a dit, allez, on s'en fout, on va le taper dans un sac Ikea. Vous n'êtes pas fait cramer? Non, c'est pas fait cramer. Enfin, je pense à un moment donné que la sage-femme, que j'ai toujours sur Instagram et avec qui je communique un peu, trop gentille, elle l'avait gentiment capté. Elle nous a fait... Je vais fermer les yeux. Après, nous typiquement, par exemple, tu parlais du masque. Il y en avait qui étaient radicales là-dessus. Nous, la sage-femme était trop chill. Elle nous a dit vous l'enlevez. Ah oui. Moi, mon mec, il a pu faire des allers-retours alors que normalement, il rentrait à la mat, il pouvait rester X temps. T'as accouché à quel mois en 2020? Moi, c'était en novembre.
Ah ouais, 2 mois après moi alors. Ouais. Ok. Tu vois, on était encore en plein confinement. Je crois qu'on n'avait pas le droit de. Oui, enfin les En tout coiffures cas, étaient les fermées, ça je visites, suis sûre. c'était sûr, c'était mort, quoi. Non, il n'y avait pas. Donc, Il y avait pas. trop marrant. Et alors, du coup, tu t'appréhendais comment cette deuxième, l'arrivée de Jane? Mais le Covid a changé, je pense, un peu la façon de voir les choses, les mentalités. Quand je te disais que mon mari, par exemple, avait arrêté enfin, en tout cas, rentré plus tôt, il arrête de recevoir sa dernière cliente à 18h30 parce que sinon tu profites pas avec les enfants. Et ben là, ça a été un peu pareil. Je me suis dit, Amy, stop quoi. À un moment donné, tu bosses souvent samedi, dimanche, des soirs, des machins, mais prends aussi le temps pour toi, pour les enfants. Donc non, l'arrivée de Jane, c'était fabuleux. Cette maman beaucoup plus posée, mais qui vient de vivre finalement 9 mois de relaxation. Enfin, je veux dire. Ouais, tu te sentais pas sous pression, quoi. Je pense que, allez, dis-moi toi, moi j'ai eu un peu peur en me disant, je me souviens lors de mon premier contrôle, on m'a dit, madame, si vous contractez le Covid, on ne sait pas du tout quel effet ça aura sur votre bébé, puisque vous le contractez durant votre premier trimestre. On sait ce que ça a comme effet sur les bébés sur les mamans qui ont accouché lors du 3e trimestre, parce que là, le bébé est formé. Ouais. Mais peut-être que ce sera comme le virus Zika ou ce genre de choses avec des malformations. Donc là, tu vas quand même un peu comme ça. Mais à part ça, quelle sérénité. Donc, non, tout était bien. J'étais contente de retravailler aussi. Tu vois, quand tu reprends le travail, là, en fait, tout était un peu à l'arrêt. Et ça a été finalement un peu à l'arrêt pendant 1 an. Et là, j'étais contente, épanouie, beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Et puis j'ai quelque chose d'ultra aussi fusionnel avec ma fille. Que tu as reproduit ce que tu as avec ta maman. Je pense. Tu rêvais d'une petite fille? Non, j'étais sûre que j'allais avoir 2 petits garçons. Ah ouais? Ouais. Mais je sais pas si tu peux attribuer un trait de caractère à un sexe. Jude, il te dit quand il a besoin. Jane, c'est tout le temps. Genre, parfois, je m'attends pas, mais je suis dans la cuisine et puis tout d'un coup, je reçois un bisou sur ma cuisse. Je dis, oh, mais trop mignon. Enfin, tu vois, voilà. Est-ce que c'est parce que c'est une fille? Est-ce que c'est parce que c'est son caractère? Je sais pas. J'ai la même chose, en tout cas, garçon. C'est vrai. Et pour le moment, c'est un peu pareil que toi. Allez, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. Aussi, puisque voilà, moi, je viens aussi j'ai un frère et c'est vrai qu'il n'était pas très démonstratif avec ma maman. Mais après, un garçon, il y a quelque chose de très, très intense aussi chez un petit garçon. C'est fort quand il te dit les choses, c'est percutant. Oui. Et quel regard tu portes du coup sur la maman que tu étais avec Jude et la maman que tu es avec Jane? T'as changé, t'es pas la même, j'imagine. Non, je suis pas la même. Je pense qu'on évolue, on apprend clairement. On ne devient pas maman comme ça du jour au lendemain. Si, dans ta tête, tu dis voilà, j'ai un enfant. Mais en fait, le parcours d'une maman, c'est tous les jours. Et je pense finalement jusqu'à notre dernier souffle. Quand je vois ma mère, tout ce qu'elle fait pour moi, elle a encore clairement ce rôle de maman. Tu vois. Elle est encore hyper importante dans ta vie. Quoi. À fond. Et donc, voilà, là on est au step de l'accompagnement scolaire, on est au step de les conduire au foot, au hockey, au tennis, tout ce que tu veux. Mais après, on dit souvent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. J'espère qu'ils ne seront pas trop grands. Mais je pense qu'en les accompagnements comme ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, toujours ce quality time, ça j'y tiens. Je crois qu'on peut faire des miracles. Enfin, j'espère, je nous le souhaite. Je vais te poser encore quelques questions pour clôturer ce podcast. Est-ce que déjà, tu pourrais partager peut-être ta plus grande joie d'être maman? La plus grande joie d'être maman. C'est une question un peu compliquée. Tu veux dire un instant? Ouais, qu'est-ce qui te rend... Dans le fait d'être maman, c'est quoi qui te rend le plus heureuse aujourd'hui? C'est la chose... être maman, c'est la chose la plus importante, en fait. Ça a donné du sens à ma vie.
Comme je te disais, je pouvais rentrer finalement à 20h, à 1h du matin, et ça n'avait pas spécialement d'importance, à part pour mon compagnon, Jérém à l'époque. Il aimait bien quand même que je sois à la maison, mais en fait, je ne me verrais pas sans enfant, je ne me verrais pas... c'était un passage obligatoire pour me réaliser complètement, clairement, je me sens complète là, vraiment. C'est chouette d'être, ça fait du bien d'être comme ça, d'être si sereine. Après, je te dis, c'est loin d'être calme à la maison, on n'est pas la famille qui met des pierres et qui fait des grandes respirations tous les soirs, mais on est... En fait, c'est comique, mais j'ai un de mes policiers qui est venu à la maison et il m'a dit, purée, Amy, je sais pas, il me connaît bien, ça fait des années qu'on travaille ensemble, mais il m'a dit, Amy, ça m'a fait du bien de venir chez toi, parce que finalement, chez toi, c'est comme chez moi. Et je dis, mais pourquoi? Je dis, ça fait des années que tu me connais, t'imaginais que ma vie est autrement ou quoi? Il me dit, je sais pas, j'imaginais peut-être une nounou, des machins. Je dis, mais t'es un grand malade. Je dis, non, enfin, non, je galère, je change mes enfants, je suis crevée, je me lève pour eux la nuit, je ramasse quand le chat a vomi. Enfin voilà, je parle de ça parce que ça s'est passé ce matin. Mais voilà, ouais, enfin, t'es une maman comme les autres. Exactement, quoi. exactement. Ouais. Et le plus grand défi, peut-être quelque chose pour lequel tu n'étais pas préparée dans la maternité. Le plus grand défi que j'ai rencontré, pas que je vais rencontrer, que j'ai rencontré. Que tu as déjà rencontré jusque-là. Je te dirais clairement Je peux pas parler de problème de santé parce que Jude n'a pas de problème de santé. Il n'en a jamais eu, il a toujours été sur une courbe. Mais je te dirais clairement que c'est un combat pour faire grandir ce petit être qui est arrivé trop tôt. On m'a dit que tout était OK. Je pense que clairement... Tu m'as demandé s'il était considéré comme un bébé prématuré. Je pense qu'un petit coup de boost aurait été bien pour lui. J'ai pas pu allaiter. Ça a été une de mes grandes frustrations. Parfois, je rêvais que je l'allaitais, tu vois. Alors qu'à cette époque-là, on donnait encore le médicament pour couper l'allaitement. Donc, une fois que tu prends la décision, c'est terminé. Tu peux plus revenir en arrière. Donc voilà, oui, je pense que le plus grand défi a été de le faire grandir. Et le plus grand conseil, c'est de bien s'entourer. On le dit au niveau professionnel, mais au niveau des médecins, moi j'ai un amour pour mon pédiatre. Je lui dis, docteur, il va avoir 10 ans, mais je peux encore venir chez vous? Mais oui, Émilie, c'est jusqu'à 16 ans, moi. C'est jusqu'à 16 ans, oui, c'est jusqu'à 16 ans. Tu vois, je savais pas. Voilà, je t'ai appris quelque chose. mais voilà, ce sont des personnes rassurantes, des personnes qui te disent de ne jamais hésiter à aller aux urgences dès que tu as le moindre ça, c'est doute. En plus, Écouter ton instinct de maman, parce que ça, clairement, il est là, cet instinct. Il fait partie le jour où tu donnes naissance. Je disais qu'on ne devenait pas maman comme ça, mais l'instinct de maman, ça, je pense qu'il arrive le jour de la naissance de ton premier. Est-ce que tu as allaité pour Jane? Non. T'as pas allaité? J'aurais pu, et puis finalement, je l'ai pas fait. Ça se mettait pas. Non, ça se mettait pas. Et alors, une autre petite question. Moi, tu vois, par exemple, depuis que je suis maman, surtout de 2, mon indispensable, honnêtement, c'est devenu les voice, quoi. Je sais plus m'en passer. Est-ce que toi, il y a un truc dont tu sais plus te passer dans ta vie de maman? Faire des notes vocales, des voices. Ouais. Ah putain, mais on est les mêmes, on pourrait être les meilleures communes du monde, tu sais. Je laisse des voices de 7 minutes à moi, mes copines. c'est des podcasts, en fait. Oui, d'accord. Tu vois, tellement je parle et je me dis, ah mince, 15 minutes, bon, bah, bonne chance, mets-le en accéléré x2. x2. Oui, c'est clair que ça ouais, je pense que, mais ça toutes. Alors, mon indispensable, c'est ça, enfin, ce qui a changé. Ouais. Je te dirais un grand sac avec toujours des lingettes et des mouchoirs. Encore maintenant? Ouais, encore maintenant, parce qu'il salope ma bagnole. Ouais,
oui, c'est vrai que ça. Alors, pas un grand sac avec des couches, avec des pommes, des panades, des purées, non, pas tout ça. Mais un grand sac quand même avec. Alors, je ne suis pas la mère qui se trimballe avec son arnica, ça. Voilà, respect total pour les mères qui sont comme ça, qui ont toujours l'arnica, le pansement, le désinfectant. Par contre, j'ai trouvé un truc, et ça, franchement, tu vas me dire merci. Quand il y a un bobo qui arrive dans la voiture ou genre ils viennent de tomber, Ouais. on pense pas à ça, mais la trousse de secours dans la voiture, il faut pas l'utiliser J'avoue. au moment où tu as une hémorragie. La trousse de secours, Elle est là, en fait. quand la petite vient de se prendre des graviers qui sont, voilà, tu as du désinfectant, dedans tu as des ciseaux et tu as des pansements. Donc, Pas bête, donc bah, voilà, vraiment. voilà. Ouais. Donc je ne suis pas la mère avec l'arnica et les pansements, mais je sais qu'elle est pas loin. Mais donc Bon oui, type. voilà, c'est toujours le grand sac. Les lingettes, je te dirais que les lingettes, ça c'est, ouais, ça même à 10 ans, tu passes par là. Tu t'en passes pas, quoi. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup, Émilie. Avec grand plaisir, Anissa.